tous, je suis Maourkhan et je fais cette vidéo pour vous présenter une version très méconnue du site arthurien, la version celtique. Donc pour cela je vais m'aider d'un bouquin qui m'a été offert il y a déjà très longtemps, qui est le dictionnaire de mythologie et de symbolique celte, écrit par Robert-Jacques Thibault aux éditions Derby. Donc je mettrai tout ça sur la vidéo pour que vous puissiez le retrouver facilement. Alors ne vous attendez pas à une vidéo extrêmement bien réalisée, puisque je réfléchis à cette vidéo depuis assez longtemps, et à vrai dire je n'ai jamais vraiment su comment l'aborder, parce que l'écriture me gonflait, je ne savais pas comment faire la chose. Donc je suis allé au plus simple, j'ai pris des notes, je vais parler de certains points que je vais développer avec vous, et donc sans plus de cérémonie, quoi, ça va juste être une histoire de partage de mes connaissances, en espérant que vous appreniez quelque chose sur le mythe d'Arthur. Donc dans un premier temps, on va essayer de visualiser le concept du roi Arthur. Puisque alors, le roi Arthur a été bien souvent qualifié de figure mythique, maintenant on le qualifierait plutôt de figure historique. On ne sait pas vraiment trop où le placer, cet homme-là. Et on va essayer d'apporter dans cette vidéo un petit élément de réponse peut-être, sachant que je ne suis pas archéologue ni historien. Donc voilà, mais par contre je suis féru de mythologie. Donc je pense que dans la mythologie on peut trouver certaines réponses que l'histoire ne peut pas nous dévoiler. Donc je vais partir d'un contexte historique pour vous expliquer d'où part cette légende du roi Arthur, et je vais développer par rapport aux récits celtiques qui nous sont parvenus. Donc tout commence au VIe siècle, au Pays de Galles. Nous sommes dans un contexte où la civilisation celte recule grandement par rapport aux invasions germaniques, notamment celle des Angles au VIe siècle, qui posent un gros souci aux seigneurs locaux, qui sont encore très ancrés dans un contexte celtique et qui a une façon de procéder qui est bien loin de celle que l'on imagine aujourd'hui dans la culture populaire, et qui n'est pas encore tout à fait vraiment celle que l'on nous présente dans les différentes adaptations cinématographiques ou même littéraires. Donc, pour faire les choses simplement, disons que dans la communauté celte de l'époque, puisqu'on est sur la fin de l'époque celtique à proprement dit, il n'y a pas un roi, il y a des rois, puisque les Celtes sont différentes tribus, que les Romains présentaient comme un peuple uni, mais qui en réalité était très diversifié au niveau de la culture, même du langage ou d'autres points diversifiés. Hein. Et donc ils étaient unis par une religion à proprement dit, donc la religion druidique, qui est... C'était difficile à expliquer puisque c'est vraiment très très loin des religions monothéistes telles qu'on les voit à l'heure actuelle. Mais bon, donc ils étaient unis par cette culture druidique, et les rois en fait étaient maîtres en leur terre, et ils avaient des territoires qui étaient relativement petits. C'était à l'échelle d'une région peut-être, ou d'un département, quelque chose dans ce goût-là, quoi. Donc on se retrouve avec des peuplades celtes, afféodés à de nombreux rois, des rois telés en un sens, qui au VIe siècle se recherchent une figure pour les unir et pour faire face à cet envahisseur angle. Donc. Et c'est là qu'apparaît la figure d'Arthur. Donc tout cela n'est pas innocent, et je vais vous expliquer pourquoi. Le roi Arthur nous est présenté comme un roi unificateur, un roi fédérateur,
qui régnait non seulement sur son propre royaume, mais aussi sur ce que l'on appelle le royaume de l'ogre. Alors, le royaume de l'ogre, c'est un petit peu une anomalie dans les récits, puisque ce n'est pas un royaume, c'est littéralement un empire. Puisque, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les Celtes se divisaient en de nombreux petits royaumes, très nombreux petits royaumes. Et même dans les récits les plus récents, on constate que différents rois siègent à la table ronde et apparaissent dans les récits arthuriens. Et Arthur fédère ces rois-là. Dans ce contexte-là, on n'aurait aucun problème à qualifier Arthur d'empereur et non pas de roi. Puisque de toute façon, on est au VIe siècle, les Romains avaient instauré le concept d'empereur, les Germains vont y arriver, c'est quand même un concept qui est connu. Autant si on n'en trouve pas à l'époque de la Grèce antique, c'est quelque chose qui est parfaitement connu au VIe siècle. Mais Arthur s'est toujours vu refuser ce titre, et ça fait partie des anomalies du personnage. Puisque, donc, comme je disais, le royaume de l'ogre est un royaume très vaste, qui comprend l'intégralité de la Grande-Bretagne, l'Irlande, et une partie de l'actuelle France, notamment la partie ouest, donc tout ce qui est Bretagne, Aquitaine. Donc, voilà. Déjà, à ce niveau-là, le roi Arthur est une anomalie, pour commencer simplement. Ensuite, pour en revenir sur le personnage en lui-même, il s'appelle Arthur. C'est un nom qui n'a pas été choisi au hasard, d'ailleurs il a fait débat pendant très longtemps, puisque ce nom vient du mot Arthos, qui signifie ours, comme beaucoup de gens le savent à l'heure actuelle. L'ours, pour les Celtes, ce n'est pas un symbole anodin, puisqu'il est le symbole d'une des trois fonctions primordiales de la société celte. Donc ces fonctions sont la première fonction sacerdotale, donc tout ce qui est spirituel, druidique, religieux. La deuxième fonction est représentée par l'ours, c'est la fonction guerrière et souveraine, qui comprend les rois, les guerriers et aussi les chasseurs, puisque les chasseurs étaient les guerriers. Et les guerriers étaient toujours assimilés à une classe aristocratique dans ce contexte-là. Le guerrier était un noble, alors que plus tard, au niveau de la féodalité, on va plutôt considérer que le noble est un guerrier. Donc c'est la naissance qui va faire la fonction, alors que chez les Celtes, c'était plutôt le mérite qui faisait ça. C'est celui qui avait la capacité de devenir un guerrier, devenait un aristocrate dans un certain sens. C'est très caricaturé, mais bon, c'est dans cette idée-là en fait. Et donc la troisième fonction, qui est la fonction de production de nourriture, le peuple, l'artisanat, tout ça. Ça, c'est représenté généralement par des bovins ou des ovidés. Il y a plusieurs représentations. Mais là, les deux qui vont nous intéresser aujourd'hui, ce sont donc la première et la seconde. Fonction religieuse, fonction guerrière et souveraine. Donc, pour information, la fonction religieuse est représentée par le sanglier. On verra ça tout à l'heure, puisque ça fait quand même partie du développement de l'histoire. Donc à ce niveau-là, on se rend compte que Arthur est plus une figure, un symbole, que, à proprement dit, un héros ou un chef de guerre. C'est-à-dire que c'est un symbole derrière lequel les Bretons vont devoir se réunir, finalement, puisque Arthur, de par son nom l'ours, est le symbole du roi et du guerrier parfait. Il n'est pas un guerrier, il n'est pas un roi, il est le guerrier, il est le roi. Puisque l'ours est ce qui se rapproche le plus à l'époque de notre lion aujourd'hui. L'ours était le roi des animaux pour les Celtes. C'était vraiment le maître du monde, du moins dans son propre monde, puisqu'il n'avait aucun prédateur, il était craint de tous. Et il avait cette figure qu'aujourd'hui on associe plus souvent au lion.
Dans ce contexte, on ne peut pas éviter l'intérêt de la récupération chrétienne de ce personnage, puisque au VIe siècle, donc, on a parlé des Celtes dont la culture était très ancrée dans le druidisme, donc ce que les chrétiens appellent le paganisme, entre autres. Et cette figure, qui était très présente et très populaire, posait vraiment un gros souci aux chrétiens qui cherchaient à évangéliser cette partie du monde. Et la récupération était obligatoire. L'ours a été vraiment beaucoup dénigré et a été diabolisé au profit du lion, puisque voilà, l'ours était vraiment le symbole de l'ancien temps et des anciennes fonctions que les chrétiens voulaient remplacer. C'est à ce moment-là que l'on retrouve un petit peu la transition entre l'ours et le lion. Les chrétiens préféraient instaurer un lion qui soit relativement neutre au niveau de l'esprit des gens, puisque le lion est un animal d'Afrique que les gens ne connaissaient pas forcément à cette époque-là. Je vous rappelle qu'on est au VIe siècle. Et par rapport à l'ours, qui avait une très forte connotation identitaire pour les peuples celtes. Et en ce qui concerne Arthur, c'est en plusieurs sens, Arthur, c'est un petit peu le Jésus des Celtes. Donc on y reviendra plus tard, mais c'est vrai que c'était l'un des plus gros obstacles à la christianisation des peuples païens et des peuples celtes. Donc c'était là l'intérêt surtout de la christianisation de ce personnage qui a donné donc la littérature que l'on connaît tous et qui a un petit peu évincé les versions que je vais vous présenter aujourd'hui.